Nos littoraux se transforment et à une vitesse assez incroyable. Il faut oublier l'image de la carte postale, vous savez, celle qui ne bouge jamais. Parce que derrière le sable et les vagues, il y a une véritable révolution en marche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment des vagues économiques et sociales successives ont en fait complètement redessiné nos bords de mer. Alors, notre parcours va suivre une logique de cause à effet, c'est assez implacable. On va commencer par le déclin des activités traditionnelles qui a laissé un grand vide. Ensuite, on verra comment l'industrie a essayé de combler ce vide avant que le tourisme, à son tour, ne prenne le relais. Et puis, on explorera comment, aujourd'hui, on tente de réparer un peu les excès du passé pour trouver un équilibre qui soit, durable. Allez, on commence par le commencement. Avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il a bien fallu que l'ancien monde s'effondre un peu. Cette première partie nous plonge donc dans le déclin de l'économie littorale, l'économie traditionnelle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était simple. La vie sur la côte, elle était rythmée par la production, la pêche, l'agriculture, mais cet équilibre a complètement, mais alors complètement basculé. Aujourd'hui, ce sont le tourisme et l'immobilier résidentiel qui pèsent de tout leur poids. Prenez la pêche, par exemple. Une activité pourtant emblématique. Elle fait face à une véritable tempête. Il y a de moins en moins de poissons, les quotas changent tout le temps, la concurrence de nouvelles industries comme l'éolien en mer est de plus en plus forte, il y a eu l'impact du Brexit et puis il y a une vraie crise des vocations, un manque de nouvelles recrues. Tout ça, ça affaiblit son rôle central dans les ports. Autrefois, la pêche, c'était le cœur économique. Aujourd'hui, c'est devenu une activité parmi d'autres, et souvent une activité menacée. Et pendant que la pêche traditionnelle perd du terrain, elle renaît, mais au sein de l'industrie touristique. C'est une tendance assez complexe. D'un côté, on célèbre un héritage, on le valorise, mais de l'autre, on le transforme presque en pièce de musée. Et ça témoigne de son affaiblissement économique réel. Bon, face à ce vide économique, une nouvelle vision a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Une vision portée par l'État, avec la promesse de la modernité, le port industriel massif. C'était la première grande solution pour réinventer l'avenir des côtes. Ces nouvelles zones, qu'on a appelées les ZIP, les zones industriolo-portuaires, étaient tellement gigantesques qu'elles ont provoqué un vrai divorce spatial. Le lien historique presque organique entre la ville et son port a été cassé. L'industrie lourde a été repoussée très très loin des centres, comme on le voit très bien avec le cas de Marseille-Fos. Sauf que ce modèle industriel a fini par montrer ses limites. Il suffit de regarder le classement des plus grands ports mondiaux. Le constat est sans appel. Les ports européens, et donc les ports français, peinent vraiment à rivaliser avec la domination écrasante de l'Asie et surtout de la Chine. Et cette crise, elle a été aggravée par une réduction, mais alors drastique, des investissements de l'État. Regardez cette chute, c'est impressionnant. Le budget a été divisé par 12 en à peine plus d'une décennie. C'est un désengagement massif. Le résultat de tout ça, la désindustrialisation et l'apparition de ces immenses terrains abandonnés, les fameuses friches, qui ont laissé de véritables cicatrices dans le paysage urbain. À Dunkerque, par exemple, la fermeture des chantiers navals a créé un nouveau problème, une nouvelle urgence. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces vides en plein cœur de la ville ? Avec l'industrie en berne, les littoraux se sont donc tournés vers un autre moteur économique. C'était la deuxième grande solution, le tourisme de masse. Ce développement a créé de grandes régions touristiques très spécialisées. Si on prend l'exemple de la Polynésie française, on voit bien que deux grands axes se dessinent pour répondre à des envies différentes. D'un côté, on a l'axe du mythe pour le luxe tropical et de l'autre, l'axe de l'aventure. Et si on zoome sur un endroit comme Bora Bora, on voit comment ça se traduit sur le terrain. Les hôtels de luxe viennent s'installer sur les meilleurs emplacements, souvent sur des îlots coralliens privés, les motus, et ça crée des véritables enclaves pour les touristes. Et voilà le nouveau problème qui apparaît. Évidemment, ce modèle crée des emplois, c'est vrai, mais il met aussi une pression énorme sur l'environnement. Et, comme le souligne très bien cette citation, ça peut générer un fort sentiment d'injustice chez les habitants qui se sentent un peu dépossédés de leur propre paysage. La solution suivante, elle est née sur les ruines de l'ère industrielle. L'idée, c'était de s'attaquer de front au problème des friches pour les transformer en de nouveaux quartiers urbains, des quartiers dynamiques, attractifs, bref, des vitrines. Des villes comme Belfast ont magnifiquement réhabilité leur patrimoine industriel. Ici, les chantiers navals où le Titanic a été construit, qui étaient complètement abandonnés, sont devenus un symbole éclatant de renouveau. Tout ça, bien sûr, pour attirer les investissements et les touristes. Mais encore une fois, cette solution a apporté son propre lot de défis. Des projets gigantesques comme Euroméditerranée à Marseille sont souvent devenus des foyers de tensions, de conflits sociaux. Et la raison, dans beaucoup de cas, c'est la gentrification. Ce chiffre est juste vertigineux.
plus 325%. C'est l'augmentation du prix de l'immobilier en moins de 10 ans dans certaines zones. Une flambée pareille, ça a mécaniquement chassé les résidents historiques, ce qui a provoqué de vrais mouvements de résistance pour essayer de protéger le tissu social de la ville. Tout ça, ça nous amène au grand défi d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut concilier le développement économique avec l'équité sociale et la santé de l'environnement? C'est la quête d'un nouvel équilibre. Certains endroits, comme l'île Dieu, explorent déjà cette voie de la diversification. L'exemple est intéressant, on voit comment ils arrivent à intégrer de nouvelles industries, comme la maintenance des éoliennes en mer, à leurs activités portuaires traditionnelles pour justement ne plus dépendre d'un seul secteur. Mais en même temps, il faut faire face aux héritages environnementaux des choix du passé. Et les marées vertes qui envahissent des dizaines de baies en Bretagne sont un exemple frappant de ces défis. C'est un héritage direct du modèle agricole intensif qui a été développé à l'intérieur des terres. Le mécanisme est à la fois simple et dévastateur. Les nitrates de l'agriculture intensive s'écoulent vers la mer. Ça nourrit une prolifération massive d'algues, et quand ces algues se décomposent, elles libèrent un gaz toxique. Ce n'est plus seulement un problème visuel, c'est devenu un véritable risque de santé publique. Donc, le point crucial, c'est vraiment celui-ci. On a assisté à un cycle permanent. Une crise, une solution, qui crée une nouvelle crise, qui appelle une nouvelle solution, et ça n'arrête pas de remodeler nos côtes. La grande question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut enfin construire un avenir qui arrive à équilibrer l'économie, le social et l'environnement sans planter les graines de la prochaine crise?